l'enregistrement a démarré. Voilà, donc des routeurs d'attache. Bien, donc pour parler un petit peu de ce que j'ai à faire au niveau de cette année, je vais partager avec vous l'écran de mon ordinateur. Vous allez recevoir la totalité de l'écran. Vous confirmez, s'il vous plaît, que vous êtes en train de recevoir l'écran. Est-ce que vous pouvez voir l'écran de mon ordinateur? Oui, c'est Oui bon. ou non? Oui, monsieur. Parfait, parfait, bien. Donc, je vais parcourir rapidement la plateforme pour voir exactement ce qu'on a à faire. Donc, je vais prendre le rôle d'un apprenant. Donc là, je suis comme vous, je suis apprenant sur la plateforme. Donc, normalement, ce que vous avez à faire, ou bien ce que vous pouvez voir actuellement, vous pouvez voir réellement, ici, vous avez annonce. Donc, au niveau de annonce, vous allez trouver les informations qui vous concernent, c'est-à-dire les informations qui sont en relation avec le cours d'une manière générale. Ce sont par exemple, là, vous avez l'annonce de la première séance synchrone et vous avez aussi un message de bienvenue. Tout élément qui sera ajouté au cours sera annoncé au niveau de cette partie-là. Les annonces qui sont en relation avec les devoirs surveillés seront annoncées aussi au niveau de ce forum qui est intitulé Annonces. Au niveau de ce forum-là, vous ne pouvez pas, en tant qu'apprenant, poster un message. Donc, il n'y a que les enseignants qui peuvent poster sur ce message, sur ce forum-là. Je vais vous montrer par la suite où vous pouvez poser vos questions. Donc, normalement, chaque partie de cours sera présentée sous forme de blocs de ce type. Donc là, vous avez, avant de commencer, vous avez quelques informations qui sont en relation au cours, particulièrement le planning que je vais présenter après. Maintenant, pour répondre à votre collègue, vous allez trouver juste après le planning les séances de regroupement, bien les séances synchrones. Donc là, au niveau de cette partie-là, vous pouvez trouver tous les enregistrements possibles. D'ailleurs, vous pouvez visualiser l'enregistrement d'hier du groupe LSG11 qui est déjà à votre disposition. Vous pouvez trouver aussi les enregistrements des années antérieures parce que je garde toujours une traçabilité des enregistrements. En cas de besoin, si vous pouvez par exemple trouver quelques éléments qui ne sont pas bien expliqués cette année-là, vous pouvez le retrouver sur les enregistrements de l'année dernière. Donc, il y a plusieurs enregistrements qui sont à votre disposition que vous pouvez bien sûr les visualiser. Maintenant, au niveau de l'introduction et au niveau du marché, vous allez trouver chaque fois un cours ou bien une partie du cours sous format PDF ou bien sous format HTML avec chaque fois des vidéos. Donc là, par exemple, une vidéo d'explication de la différence ou bien de la distinction entre microéconomie et macroéconomie. Au niveau du marché, de la même façon, vous allez trouver ici, ça aussi, c'est un cours, c'est le même cours. Chaque fois, il y a toujours ce même problème. Donc, je vais le résoudre après. Donc, vous pouvez trouver à ce niveau-là la version du cours. Ça, c'est votre cours réellement, avec les vidéos qui vont avec, qui sont là pour vous permettre de comprendre tous les passages clés du cours. Donc, ce sont les éléments qui couvrent carrément la totalité du cours qui sont enregistrés, qui sont à votre disposition. Bien. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez poster vos questions ou bien vos interactions. Sachez que moi, personnellement, peut-être que les autres collègues peuvent vous répondre en dehors de la plateforme, mais moi, je ne réponds jamais à des emails ou bien à des messages Facebook ou bien à des coups de téléphone qui sont en relation avec le cours. Si vous avez des questions, vous devez les poster dans les forums. Donc là, par exemple, pour chaque partie du cours, au niveau du marché, vous avez ici un forum de discussion. Vous pouvez cliquer ici pour déposer votre question sur Ajouter une discussion. Mettez la question ou bien une indication ou bien un sujet en relation avec la question, et puis vous allez envoyer. Sachez que
vous devez, avant d'envoyer, vous devez vérifier si une question a été postée ou pas. Il y a aussi une réglementation qu'on adopte au niveau de notre cours de microéconomie qui est la suivante. Généralement, lorsque quelqu'un parmi vous poste une question, moi, je ne vais pas répondre automatiquement. Je vais répondre à raison de 48 heures. Pourquoi aller après 48 heures? Pour permettre à ceux d'entre vous qui ont la réponse de répondre à leurs collègues. Une fois que vous répondez à votre collègue, vous allez avoir une note. Bien sûr, si la réponse est correcte. Si la réponse est fausse, vous n'allez pas avoir une pénalité. Simplement, vous allez toujours avoir des notes qui sont supérieures à 10 pour améliorer votre note de contrôle contenu. Donc, ceux qui seront notés sont ceux qui vont répondre correctement aux questions posées par les collègues. Bien. Donc, ça, c'est la première condition. Il y a une deuxième règle ou bien deuxième condition, c'est que ceux qui vont poster des questions qui ont été traitées vont avoir une pénalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant de poster une question, vérifie bien que cette question a été déjà postée sur le forum et a été déjà a eu une réponse. Cela veut dire quoi? Par exemple, si je pose une question, quelle est la définition de la microéconomie? Tant que la question elle est ouverte, il n'y a pas de souci. Si un de vous répond à cette question-là correctement, donc il aura par exemple la note de 15 sur 20. Maintenant, si un autre étudiant pose la même question, alors que cette question-là a été déjà résolue, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas consulté le forum. Donc il n'a pas réellement lu le cours. Donc s'il n'a pas visualisé le cours, il sera pénalisé. Donc c'est pour cette raison, je vous invite s'il vous plaît à bien adhérer au cours et à bien utiliser les forums. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui, c'est Oui, clair. parfait. Maintenant, je vais revenir à mon rôle en tant qu'enseignant pour vous montrer tout ce que vous allez voir, ou bien tout le cours est déjà à votre disposition. Donc, vous voyez ici, ce sont tous des blocs qui vont apparaître au fur et à mesure de notre avancement. Sauf, il y a un bloc qui est réservé. Donc là, par exemple, ce bloc-là, DS en ligne, il sera affiché lorsque vous allez passer une évaluation. Et vous avez aussi un autre bloc qui s'appelle annexe. Ce bloc au niveau de annexe, vous allez trouver réellement plusieurs examens. Il y a facilement dans l'ordre de 20 examens qui sont à votre disposition. Ce sont des examens corrigés que vous pouvez les utiliser pour comprendre et préparer votre examen de fin de semestre. Maintenant, pour le programme, qu'est-ce que nous allons voir exactement? Donc là, vous avez, par exemple, au niveau, si vous cliquez sur le planning, vous pouvez visualiser ce qu'on va avoir ou bien ce que nous allons suivre comme planning au niveau de cette année-là. Donc, le planning est déjà réparti et paramétré et c'est un planning qu'on utilise presque chaque année. Donc, on est au niveau de la première semaine. Donc, on va avoir le premier chapitre qui est intitulé Le marché et l'introduction. Donc, là, ce sont deux éléments qui sont déjà à votre disposition que je vais présenter par la suite, principalement le marché. Après, nous allons entamer un deuxième chapitre qui sera intitulé Le comportement du consommateur, puis la fonction de demande du consommateur, un quatrième chapitre qui sera intitulé Le comportement de production à court terme, et un dernier chapitre, c'est la fonction de production à long terme. Sachez que vous avez ici un lien qui va vous permettre d'aller directement sur une playlist YouTube qui est réservée à ce cours-là, qui comporte dans presque 64 vidéos qui sont à votre disposition
qui vont vous permettre de comprendre pas mal d'éléments qui sont en relation avec ce cours-là. Presque tous les passages clés de ce cours ont été enregistrés et prêts à votre préparation. Donc, il n'y a pas réellement la moindre disons, partie qui n'a pas été enregistrée. Donc, tout est enregistré, tout est prêt à votre disposition. Vous ne devez qu'à travailler et qu'à faire le nécessaire pour comprendre réellement ce cours de microéconomie. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui Non, c'est souhaitent bon, c'est clair. intervenir? Hmm? C'est bon? Non, oui, c'est C'est clair. clair, c'est clair. Après. C'est clair, oui. Bien. Bien, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Voilà, autre chose par rapport au planning aussi, on aura deux évaluations. Une première évaluation qui viendra après la deuxième semaine, c'est-à-dire la troisième semaine, vous allez avoir une évaluation en ligne. Et la dernière semaine du cours, vous allez avoir une deuxième évaluation en ligne. Donc, il y a deux évaluations qui sont à votre disposition. Vous allez aussi avoir plusieurs exercices corrigés sur lesquels vous pouvez vous entraîner. Et on va vous demander de restituer un exercice ou bien deux qui vont être notés et vous allez avoir une note sur ces exercices-là et une note sur votre participation sur les forums. Donc là, c'est globalement ce que nous allons, ou bien comment nous allons procéder au niveau de ce cours de microéconomie. Donc, si vous permettez, je vais, et bien sûr, si vous n'avez pas de questions, je vais entamer la première présentation qui est en relation avec le marché. Mais avant d'entamer cette présentation, je tiens à vous rappeler que les séances synchrones sont des séances où on ne peut pas réellement faire la totalité du cours. Donc, vous êtes invité, s'il vous plaît, avant de venir, ou bien avant d'assister à la séance synchrone, de voir votre cours, de comprendre les passages clés, de travailler le cours. Et lorsque vous êtes ici, ou bien lorsque vous êtes au niveau de la séance synchrone, nous pouvons avoir une petite synthèse, nous pouvons aussi corriger les exercices. Je vais essayer, si c'est possible, de voir avec l'autre, parce que j'ai deux groupes de microéconomie. Peut-être que je vous regroupe les deux ensemble, les deux groupes ensemble. Nous ferons 3 heures au lieu d'1 heure et demie par regroupement. Nous ferons 3 heures. 1 heure et demie sera réservée à une synthèse du cours et 1 heure et demie sera réservée à la correction de quelques exercices. Bien sûr, si on trouvera la plage horaire convenable, peut-être que ça sera un des lundis ou quelque chose comme ça, enfin, en fonction, bien sûr, de la planification qui n'est pas encore totalement arrêtée. Donc, je vais vérifier ça et vous allez bien sûr être avisé par rapport à cette information. Bien. Donc, je vais commencer par le marché. Donc, selon vous, qu'appelle-t-on marché? Qu'est-ce qu'un marché? Qui peut me répondre? C'est un lieu, monsieur, pour l'achat et le vente. C'est le lieu De qui quoi? rencontre l'offre et la demande. C'est le lieu de rencontre entre quoi et quoi? Demande et l'offre. La demande et l'offre. Demande et Voilà. l'offre. Les demandeurs De- et les offreurs. les demandeurs, c'est le lieu de rencontre entre les demandeurs et les offreurs. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples? Euh, Marché des voitures. Marché on des peut voitures. distinguer le marché par type de produit. Voilà, c'est très bien. Ça, c'est l'idée. Parce que généralement, un individu ordinaire qui ne connaît pas le cours de microéconomie, il va penser, bien, il va dire qu'un marché, c'est un souk. C'est là où nous allons acheter des légumes, c'est là où nous allons acheter des biens.
Un marché au niveau de la microéconomie est défini par rapport à un seul bien. C'est-à-dire, si j'ai les voitures, ce sont le bien qui s'appelle voiture, j'ai un marché qui est réservé aux voitures. Si j'ai par exemple un marché de l'or, dhab, je vais avoir un marché qui est réservé à l'or où nous allons rien vendre et rien acheter que de l'or au niveau de ce marché-là. Donc, un marché, comme a dit votre collègue, ça c'est vrai, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Et au niveau de cette rencontre entre l'offre, et d'ailleurs, on va essayer de voir ici donc, la définition carrément. Donc, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande d'un bien. Et là, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un bien. Il ne s'agit pas de n'importe quel type de bien ou bien de la totalité des biens. Il s'agit simplement d'un bien et uniquement un seul bien ou d'un service. Donc, je peux trouver, par exemple, le marché du tourisme. Je peux trouver le marché de la communication, le marché du transport, le marché de loisirs. Donc Des là, ce banques, sont... Oui, des oui, services. oui, c'est ça. Donc, les services. Ouais. Donc, il y a toujours cette rencontre entre offre et demande qui va aboutir à une situation d'équilibre. Donc, la situation d'équilibre est une conséquence de cette rencontre entre offre et demande. Bien. Donc, généralement, on schématise le marché de cette façon-là. On va trouver l'offre globale. Donc là, vous avez ici l'offre globale. Ce sont les entreprises qui vont faire, ou bien qui vont donner une offre globale. Et les consommateurs, de l'autre côté, qui vont donner une demande globale. Donc, la demande globale, si je vais la confronter sur un marché à la demande, plutôt l'offre à la demande, c'est-à-dire c'est une égalité, je peux déterminer ce qu'on appelle un équilibre qui est matérialisé par la quantité et le prix d'équilibre. Donc là, c'est par rapport à la notion de l'équilibre sur le marché d'une manière générale. Bien. Ce marché est qualifié souvent par CPP. Qu'est-ce que ça veut dire CPP? Ça veut dire C, c'est pour dire concurrence, P pure et parfaite. Donc c'est une situation de marché caractérisée par un certain nombre d'hypothèses. C'est ce qu'on appelle les hypothèses de la concurrence pure et parfaite. Bien. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette concurrence pure et parfaite? C'est une forme de marché. On peut trouver d'autres formes comme par exemple le monopole. On peut trouver d'autres formes comme l'oligopole. On peut trouver d'autres formes comme le monopsone. Et donc, il y a une forme qui s'appelle concurrence pure et parfaite. Cette concurrence pure et parfaite est définie par ces hypothèses, qui sont les suivantes. Donc, je commence par la première hypothèse qui s'appelle l'atomicité. Qu'est-ce que ça veut dire l'atomicité? Le terme atomicité vient du mot atome ou bien atomique. Ça veut dire microscopique. Et ça signifie que le marché est composé par un très grand nombre d'offreurs et d'acheteurs, ou bien d'acheteurs et de vendeurs, et que chaque membre n'a pas la possibilité ni d'agir sur l'offre, ni d'agir sur la demande, et non plus sur les prix. Et donc, les intervenants sur le marché ont une taille très réduite et donc ils ne peuvent jamais ni affecter l'offre globale, ni la demande globale, ni le prix de marché. Je prends un exemple que je l'utilise souvent, c'est l'exemple du boulanger. Donc le boulanger, si je le compare par rapport au marché du pain en Tunisie, une seule boulangerie ne peut jamais affecter l'offre globale. Donc, نهار الكوشه نتاع حومتنا ما خدمتش et donc du coup il n'y a pas de problème, donc je peux aller chercher le pain dans d'autres boulangeries. De même, cette marchandise-là ou bien ce boulanger ne peut pas affecter le prix, il ne peut pas vendre la baguette à un autre prix, donc il est obligé de s'aligner sur le prix du marché et c'est le cas de la concurrence pure et parfaite. De même pour le consommateur.
Si vous n'allez pas consommer aujourd'hui, si vous n'allez pas acheter aujourd'hui du pain, et donc du coup, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas modifier le marché, vous n'allez rien faire, et donc il y en a d'autres qui vont certainement consommer à votre place. Donc du coup, il y a toujours cette notion d'atomicité. Et donc, dans ce cas, on va dire que selon l'hypothèse de l'atomicité, tous les consommateurs et les producteurs sont considérés comme étant des preneurs de prix. Ils ne peuvent pas affecter le prix, ils ne peuvent pas agir sur le prix. Est-ce que c'est clair pour cette hypothèse d'atomicité? Hein? Oui, c'est clair. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des demandes d'éclaircissement, vous n'avez qu'à manifester. Hein? Donc, c'est bon? Je peux avancer? Oui. Bien. Oui, oui. Donc, maintenant, on va voir la deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse concerne l'homogénéité du produit. Qu'est-ce que ça veut dire un produit homogène? Un produit homogène est un produit que je ne peux pas le distinguer d'un producteur à un autre. Si par exemple je vais acheter, disons, des bouteilles de gaz, donc les bouteilles de gaz, qu'on les achète des kiosques, on va pas réellement distinguer la nature du gaz qui est dedans. Donc c'est un produit qui est considéré homogène. Lorsque nous allons acheter de l'essence auprès de n'importe quel kiosque, donc il s'agit toujours de la même nature du produit. Donc c'est un produit qui dit homogène. Par contre, si je vais acheter par exemple un portable, j'achète un portable d'un fournisseur X qui est différent d'un fournisseur Y. Et donc là, le produit n'est pas homogène. Il est considéré comme étant hétérogène. Donc, un produit homogène ou bien des produits qui sont dits homogènes, ce sont des produits à la limite identiques ou bien carrément totalement ressemblables. Et donc, du coup, le consommateur, s'il a un prix unique, et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aucun agent ne peut imposer son prix, premièrement, et que le prix est le seul déterminant de la décision d'achat. شو الكلام هذا؟ يعني انا كي باش نمشي نصب ليسونس من عند كيوسك اكس ولا من عند كيوسك Y, je sais qu'il s'agit toujours du même produit. Et donc, peu importe ça habite من عند X ou Y, pas de modification. Par contre, si j'ai une information qui me dit qu'il y a un kiosque ou bien une station-service qui est à 2 km d'ici, qui propose le litre de licence au moitié prix. Je vais me déplacer, je vais aller chez eux pour acheter de l'essence. Et donc, du coup, le prix est le seul des décisions d'achat pour un consommateur. Donc, ça, c'est la deuxième hypothèse. Je passe maintenant à la troisième hypothèse, qui est l'hypothèse de la fluidité, ce qu'on appelle le libre entrée et sortie du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les firmes sont libres d'entrer ou de sortir du marché. Il n'y a pas de restriction. N'importe qui peut produire et n'importe qui peut offrir ou bien peut sortir du marché. La quatrième hypothèse, c'est l'hypothèse de la transparence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les agents économiques ont une information parfaite et que tout le monde n'a pas de, disons, n'a pas de la totalité de l'information. يعني الكلام هذايا يعني que أي consommateur تونسي من بنزرة البنجردان يعرف اللي كعبة الباجيت سومها 200 francs par exemple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une information, elle est parfaite et elle est accessible à tout le monde. Donc les consommateurs et les producteurs disposent d'une information complètement gratuite sur les conditions d'achat et de vente, c'est-à-dire sur les conditions d'échange d'une manière générale. Et donc, du coup, le prix d'équilibre est donc unique et qui ne change pas en fonction des producteurs et en fonction des acheteurs. Avec le même prix. Donc ça, c'est la quatrième hypothèse.
La cinquième et dernière hypothèse, c'est la mobilité des facteurs de production. Qu'est-ce que ça veut dire les facteurs de production? Les facteurs de production au niveau de la microéconomie, on les divise en deux globalement, hein, donc à toute abstraction en fait. On les divise en deux catégories. On parle du travail, c'est-à-dire la main-d'œuvre, et le capital. Au niveau du capital, on va tout mettre. On va mettre les machines, on va mettre de l'argent, l'énergie, la matière première. Donc tout ça sera considéré comme étant capital. Donc du coup, on va avoir deux classifications, le travail et le capital. Et donc, la mobilité des facteurs de production suppose quoi? Suppose que les facteurs de production ont la possibilité de se déplacer d'une firme à une autre et d'un marché à un autre. Pourquoi ce déplacement-là? Parce que réellement, nous allons produire toujours le même bien. Euh, euh, tous les boulangers produisent toujours les mêmes baguettes avec la même forme, le même poids, avec la même technologie. Et donc, du coup, les ouvriers, lorsqu'ils vont travailler chez X ou bien chez Y, ils vont toujours produire les mêmes baguettes avec les mêmes performances et avec la même qualité. Et donc, ça, c'est la cinquième et dernière hypothèse. Donc, si on synthétise, est-ce que vous pouvez me rappeler des hypothèses de la concurrence pure et parfaite? Oui, quelle est la première hypothèse? L'atomicité. L'atomicité, oui. L'atomicité. C'est pas l'atome, c'est l'atomicité. Il y a une différence entre l'atome et l'atomicité. Oui. La Quoi d'autre? transparence. La transparence, oui. Donc, j'ai l'atomicité, la transparence. L'homogénéité. L'homogénéité, oui. La fluidité. La fluidité, oui. Oui. Mobilité La des facteurs de mobilité des production. facteurs Et de la mobilité production. des facteurs de production. Bien. Production. Faites attention. L'homogénéité. L'homogénéité du produit. Donc, il faut faire attention, c'est que si une de ces hypothèses n'est pas vérifiée, on ne parle plus d'un marché de concurrence pure et parfaite. CPP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les 5 hypothèses soient vérifiées. Si au moins une hypothèse qui n'est pas vérifiée, on ne parle plus de marché de concurrence pure et parfaite. Et donc, un marché de concurrence pure et parfaite, obligatoirement, il doit vérifier les 5 hypothèses. Bien. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'un marché de concurrence pure et parfaite dans la réalité des choses? Faites des est-ce que je peux trouver un marché de concurrence pure et parfaite? Non. Pourquoi? Oui, le baguette. Boulangerie. Est-ce que le marché du pain est un marché de concurrence pure et parfaite? Hein? Non, bien sûr que non. Pourquoi non? Les produits sont homogènes. La Mhm, transparence de formation, de mhm, l'information, la mhm, mobilité des facteurs de production sont correctes. mhm. Ben, C'est tout. est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Lorsque vous allez chez l'épicier ou bien chez le boulanger, est-ce que vous allez acheter toujours, est-ce que vous pouvez déjà choisir votre pain? Est-ce que vous pouvez dire non, je veux avoir cette baguette au lieu de l'autre? C'est que certainement, vous pouvez distinguer les baguettes. Et d'un épicier ou bien d'une boulangerie à une autre, la qualité change. On a ceux qui font des baguettes épicées, on a d'autres qui ne le font pas. Il y a plusieurs façons de pétrissage des baguettes. Donc, du coup, on peut trouver réellement plusieurs. Les baguettes ne sont pas réellement totalement homogènes. Ils sont différenciables. Sachez que dans la Plusieurs réalité, qualités. quoi? Plusieurs qualités du pain. Oui, c'est ça. Donc, il faut savoir en fait que dans la réalité des choses, il n'y a pas un marché de concurrence pure et parfaite. في العالم ما نجمش نلقى un marché de concurrence pure et parfaite. On peut trouver les autres formes de marché, mais la concurrence pure et parfaite n'existe pas réellement. Mais pourquoi on va utiliser ce marché? Pourquoi nous allons analyser le comportement de concurrence pure et parfaite
dans un cours de microéconomie. L'idée, c'est de comprendre ce marché-là pour qu'on puisse comparer les autres marchés. C'est comme si une règle, donc on doit mesurer ou bien on doit utiliser une norme. La norme, c'est la concurrence pure et parfaite. Les autres marchés, pour distinguer ou bien pour avoir une comparaison entre le monopole, par exemple, et l'oligopole, nous devons se référer à une référence. La référence, c'est la concurrence pure et parfaite. C'est pour cette raison que nous allons analyser ce marché-là. Donc, si tout va bien, je vais passer maintenant à la première partie, qui est la théorie de la demande. Nous allons voir la demande individuelle, puis nous allons définir qu'est-ce que la demande individuelle, les déterminants de la demande, puis la loi de la demande pour aller vers la demande globale d'un bien. Donc, commençons par la notion de la demande. Donc, selon vous, qu'appelle-t-on la demande? Qu'est-ce qu'une demande? Comment peut-on définir une demande? C'est un besoin. Hein? C'est un besoin. Le besoin. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Hmm? En fait, Il pas y a des vraiment, c'est un besoins de besoin. luxe. Parfois, Oui? Oui, Désolé. parfois, en vas-y. fait, on achète des choses alors Parfois, qu'on c'est un n'a pas besoin. désir. Ouais. Donc, c'est Désir, pas vraiment un besoin. besoin. Ouais, je pense la demande, c'est le comportement d'achat, c'est le fait qu'on achète tout le temps. Mhm. Donc, ni l'un ni l'autre. Une demande, c'est une nécessité de personne à autre. Mhm. Bien. Donc, le besoin, réellement, c'est un sentiment de manque. C'est un souhait d'avoir quelque chose. C'est-à-dire, si j'ai faim, j'ai besoin de manger. Manger quoi? Manger du pain, par exemple. Le pain, c'est un bien qui va satisfaire mon besoin. Bien. La quantité que je vais acheter du bien, du pain plutôt, la quantité que je vais acheter du pain représente la demande. C'est-à-dire, je vais aller à un épicier, je vais acheter du pain, donc je vais demander du pain. Pour faire quoi? Pour satisfaire mon besoin, qui est le fait de voir que j'ai faim, un sentiment de faim. Et donc, la demande, c'est quoi? La demande, c'est une relation fonctionnelle qui va déterminer la quantité maximale d'un bien que le consommateur est prêt à acheter pendant une période de temps Influence. donnée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous connaissez par exemple le prix du pain et vous avez 1 dinar, vous pouvez acheter par exemple au maximum 5 baguettes. Ça c'est la quantité maximale. Et donc, ça, c'est votre demande lorsque vous avez 1 dinar. Bien sûr, toute chose étant égale par ailleurs, si on suppose que les goûts sont les mêmes, que les conditions sont, et la condition est la même pour tout le monde, et ainsi de suite. Et donc, du coup, la demande dépend d'un prix. On va dire que dépend d'un prix, mais pas seulement un prix. Elle dépend d'autres notions, qui est le prix des autres biens. Si je renonce à l'achat du pain, c'est que j'ai préparé du couscous. Donc là, j'ai du couscous. Donc le prix, si le prix du couscous varie, donc je vais renoncer à l'achat du couscous, et ainsi de suite. Le revenu du consommateur aussi, les goûts, les préférences, la richesse. Donc, ce sont tous des facteurs qui vont déterminer la demande. Ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est que la quantité demandée dont on parle, nous allons la représenter ou bien nous allons la déterminer par QD. Donc, c'est la quantité individuellement demandée. Q, c'est pour dire quantité et D pour dire demande. F, c'est la fonction de demande. Et P, c'est le prix du bien qu'on est en train d'acheter. Donc ça, c'est une fonction de demande. Par exemple, parmi les fonctions de demande qu'on peut avoir, par exemple la QD qui est égale à 15 moins 5P. Donc là, c'est une fonction de demande. Donc si le prix varie, je peux déterminer la quantité que je vais acheter. Bien. On va voir maintenant les déterminants de la demande.
quels sont les déterminants de la demande? أول حاجة, on parle du prix du bien en question. C'est-à-dire, si je vais demander un bien X, qu'est-ce que c'est? شو معناها un bien X? Un bien quelconque que nous allons appeler X. كلمة X تعني un bien quelconque. Okay? Donc, si le prix du bien X augmente, la quantité demandée de ce bien diminue et inversement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un prix qui augmente, et je vais demander une quantité plus faible. Si le prix de l'essence augmente, les consommateurs vont demander moins d'essence. Et donc, du coup, la quantité demandée diminue. C'est ce qu'on appelle la loi de la demande, réellement. Les autres biens, on verra par la suite la loi de la demande. Donc, pour les autres biens, là, on peut trouver plusieurs natures de biens. Parmi les natures possibles de biens, on peut parler de biens indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire de biens qui sont indépendants? Ce sont deux biens dont le prix de l'un n'affecte pas la demande de l'autre et vice-versa. Il n'y a aucune relation évidente. Je vais dire n'importe quoi. Supposons que le prix des stylos change. Quel est l'effet de l'augmentation du prix des stylos sur les vols des avions? Bien sûr, la quantité de vols des avions. Réellement, il n'y a pas de relation. Ils ne sont pas dans prix. le même marché. Oui, غير من هذا معناتها il n'y a pas de relation. معناتها si le prix نتاع حاجة تتغير, la demande de l'autre bien ne change pas, donc on va dire que ces deux biens sont indépendants, ils n'ont aucune relation. Ok? Donc هذا الحاجة الأولانية, هذه c'est la première nature de bien. La deuxième nature de bien, on parle des biens qui sont dits substituables. Donc qu'est-ce que ça veut dire des biens substituables? Que je peux, deux biens qui sont dits substituables, si je remplace un bien par un autre tout en gardant le même niveau de satisfaction. Je prends par exemple le T, le X par exemple, X, je vais considérer X comme étant le T. Ou Y, c'est le café. Donc, je ne peux pas consommer à la fois du thé et du café. Soit je consomme du thé ou je consomme du café. Donc, si le prix du thé augmente, que peut-on dire de la quantité demandée du thé? Diminue. Elle va diminuer. Mais moi aussi, lorsque je vais aller à un salon de thé, je dois consommer. Mais je constate que le prix du thé a augmenté. Qu'est-ce que je vais consommer dans ce cas? Le café. Café. Je vais consommer du café. Quantité. Donc, je vais avoir que la quantité du café augmente. Donc, du coup, la relation que nous allons trouver, c'est que si le prix du thé augmente, la quantité du café va augmenter. Et donc, on parle de deux biens qui sont substituables. Donc, un bien remplace un autre. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Bien. Oui, c'est clair. On passe maintenant à une autre forme de relation entre les biens, c'est ce qu'on appelle les biens complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire de biens complémentaires? Supposons que Z et Y sont complémentaires, c'est que lorsqu'ils vont se conjuguer ensemble pour satisfaire le même besoin. Maintenant, je vais prendre Z, qu'on a Z, c'est le café. Le thé, c'est le sucre. Pour ceux, bien sûr, qui souhaitent consommer du café avec du sucre. Maintenant, si le prix du café augmente, que peut-on dire de la quantité demandée du café? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va diminuer. Bien. Maintenant, quelle est la conséquence sur la quantité demandée de sucre? Diminuer aussi. Elle va diminuer. Donc, la quantité demandée
Excusez-moi. Ça va. Je le mets ici. Donc, la quantité demandée de sucre, donc quantité demandée, aïe, aïe, aïe. Je vais fermer ma présentation et je vais la réouvrir encore une autre fois. Un instant. Bien. Donc, on a dit que si le prix du café augmente, la quantité demandée du café diminue, et donc ma consommation de sucre diminue en conséquence. Donc, ça, c'est pour les biens qui sont dits complémentaires. OK? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair, monsieur. Maintenant, il y a le revenu. Donc, quel est l'effet du revenu sur la consommation? Il y a plusieurs, au niveau du revenu, réellement, c'est en fonction de la nature des biens. Supposons que j'ai un bien, je peux le qualifier comme étant un bien normal. Ou bien, lorsque j'ai une augmentation de revenu, je vais augmenter la consommation d'un bien. Ce bien est qualifié de normal. Allez, je suis qualifié de normal parce que c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal que si mon revenu augmente, je vais consommer plus de viande. Donc là, c'est un bien dit un bien normal. Bien. Mais il y a d'autres types de biens qui sont qualifiés d'inférieurs que lorsque le revenu augmente, la quantité demandée de ces biens diminue. On parle à ce moment-là d'un bien dit inférieur. Donc, on dit deux natures de biens. Un bien normal, donc un bien normal, le bien normal, si le revenu augmente, la quantité demandée augmente. Un bien est dit inférieur, le revenu augmente, la quantité demandée diminue. Est-ce que ça m'a réellement des biens de ce type? Est-ce que je peux trouver des biens de ce type? Oui, bien sûr. Exemple, Farine là, oui, pour les pauvres. Farine, par exemple. la farine Oui. qui fait cher. Non, la Par farine, exemple, oui. revenu augmente. Donc, on va manger plus d'avions. Pas forcément, pas forcément. Je ne sais pas. Par contre, si je considère le transport public, donc si j'ai un salaire de 500 dinars, je suis obligé de prendre le transport public pour me déplacer. Par contre, si j'ai un salaire de 5000 dinars, à ce moment-là, je vais renoncer au transport public et je vais acheter une voiture pour me déplacer. Donc, l'augmentation de revenus a réduit la quantité demandée d'un service qui s'appelle le transport public. Donc là, il s'agit d'un bien dit inférieur. OK? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Il y a Oui. d'autres facteurs Donc, qu'on les autrement dit, qualifie. c'est en rapport avec le pouvoir d'achat. Qui fait? C'est en rapport avec le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est autre chose. Le pouvoir d'achat, c'est le revenu divisé par le prix. Donc là, on parle de revenu indépendamment du prix. OK? Donc, la notion du pouvoir d'achat,
في l'économie ولا في الماكرو وفي الميكرو عندها sens آخر اللي هو c'est la quantité de biens que vous allez acheter par rapport à un salaire donné à un prix. Donc هذيك نسميوها le pouvoir d'achat. Par contre le salaire هو الشهرية اللي تاخذها في يديك انت. شنو معناه؟ معناتها تاخذ مليون ولا تاخذ 500 ولا تاخذ 5 ملايين ولا تاخذ 20 مليون دونك انديبوندامون من الفالور ولا من لي بيان كو فوز الي اشتي. اوكي دونك ما نحسبوش قداش باش تشري بيهم ولا باش تعمل بيهم. اذا كان باش نحسبوا اش باش تعمل بيهم لا اون بارل دو بوفوار داشا. اوكي دونك لو سالير انديبوندامون هذاك اللي نسموه لو روفوني. دونك ساجي وي كيفاش؟ Merci. Je vous en prie. Mais je vais parler maintenant de la loi de la demande. Donc, qu'est-ce que la loi de la demande? En fait, la loi de la demande est la relation qui relie le prix à la quantité demandée. Et donc, du coup, elle indique que le prix est négativement lié à la quantité demandée. Ceci se traduit par l'allure descendante de la fonction de la demande. La fonction de demande de donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que notre fonction de demande QD est une fonction de P. Donc, c'est la fonction de demande. Ou la représentation la fonction de demande inverse. Mais par simplicité, on va dire que c'est la fonction de demande. Donc, on va mettre le prix sur l'axe des ordonnées ou les quantités sur l'axe des abscisses. Et donc, du coup, on voit que, par exemple, si le prix est égal à 10, la quantité demandée est égale, par exemple, à 2. Si le prix diminue pour passer, par exemple, à 5, la quantité demandée, par exemple, est 7. Donc, vous voyez que si je réduis le prix, la quantité demandée augmente. Et inversement. Donc, c'est une loi de la demande que nous allons aussi dire que la dérivée de la quantité demandée par rapport au prix est stricte, plutôt non pas supérieure à 0, mais la quantité demandée par rapport au prix est strictement inférieure à 0. La pente de la droite est décroissante et donc la dérivée est inférieure à 0. Donc c'est ce qu'on appelle la loi de la demande. Nous allons parler maintenant de la demande globale. Donc la demande globale, en fait, c'est la demande du marché. On va l'appeler aussi la demande du marché. Il y a la demande du marché ou la demande globale. En fait, qu'est-ce que c'est? Supposons que j'ai deux consommateurs. Donc un premier consommateur qui consomme une quantité demandée QD1 et un deuxième consommateur qui demande une quantité demandée Q2. Du même bien, bien sûr. Par exemple, les baguettes. Si je veux calculer la demande du marché ou bien la demande de ces deux consommateurs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire QD1 plus QD2. Je chauffe Moussa قداش يشري وعيسى قداش يشري. Donc je vais faire la quantité achetée par Moussa plus la quantité achetée par Aïssa. Donc je vais trouver QD1 plus QD2. Supposons que j'ai par exemple 27 personnes. Je vais faire QD1 plus QD2 حطيش QD27. Si j'ai N personnes, je vais faire cette formule-là. La somme de N. Voilà, donc la demande globale que nous allons la noter par grand QD, elle est égale à quoi? Elle est égale à la somme, donc D c'est une somme, de I allant de 1 jusqu'à N de QDI, avec I allant de 1 jusqu'à N, le nombre de consommateurs. On est d'accord? Donc, c'est la formule globale. Maintenant, pour cette formule globale, il y a deux façons de calculer. Donc, la première façon, c'est lorsque j'ai les quantités de demande qui sont identiques. Donc, وقت اللي يكون عندي les quantités de demande يوليو identiques. شماش يعني QD1 égale QD2 égale à QDN. معناتها
موسى اللي عنده كو دي 1 نتاعو هي شنو هي باغ اكزومبل هي دونك كو دي 1 ايكال 15 موان 3 بي والاخر كيف كيف باش يكون عنده 15 موان 3 بي معناتها عندهم نفس الفورم. Et donc, je تولي la demande multipliée par عدد les baguettes. OK؟ كيما واحد مثلا واحد خذا باجيت والاخر خذا اثنين. دونك شنو نعملوا واحد مع اثنين يساوي ثلاثة في باجيت. دونك عندي 3 baguettes. OK؟ Donc c'est 3 fois la quantité demandée individuellement. Donc ça c'est lorsque j'ai une demande identique à tout le monde. Deuxième cas, lorsque j'ai les fonctions de demande qui ne sont pas identiques. Et là, on va déterminer ce qu'on appelle les prix de réservation et je vous laisse le soin pour découvrir une vidéo qu'on fait le cours qui va permettre d'expliquer le partie pour tout voir au niveau de cette partie. Donc là, vous allez, s'il vous plaît, visualiser cette partie-là qui va vous expliquer le cas où j'ai plusieurs fonctions de demande différentes. Donc, je passe maintenant à la théorie de l'offre, qui est la deuxième partie. Donc, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire l'offre? Bien sûr, nous allons faire l'offre individuelle, nous allons la définir, puis les déterminants de l'offre, la loi de l'offre et puis l'offre globale. Donc, selon vous, qu'appelle-t-on, ou bien qu'est-ce que l'offre individuelle? Oui. Comment peut-on définir l'offre individuelle? Oui. Est-ce qu'il y a Dépend une de la demande. possibilité? Hein? Dépend de la demande. Non. La demande L'offre, كملناها تو باش نشوفوا شنو معناها l'offre. c'est la quantité ou le prix. Hein? L'inverse de demande. C'est le L'inverse de prix attribué à un bien. C'est la C'est le quantité prix. d'un bien ou d'un service qu'un producteur peut fournir. C'est très bien. Hein? شنو معناها؟ Ça veut dire quoi? disponible pour l'achat. Le producteur va fournir des services Mhm. que une personne en ait besoin, selon Non, c'est pas ça. la demande. C'est pas ça. C'est pas ça. En fait, l'offre individuelle, c'est une quantité. Qui m'achète la demande, c'est aussi une quantité. La demande, c'est la quantité maximale qu'un consommateur demande. L'offre, c'est une quantité maximale qu'un producteur produit en fonction des différentes valeurs du prix d'un bien donné. معناتها كان نقول لك راهو معناتها البريم تاع الباكيت يسوى 200 فرنك combien d'unités de baguette vous allez vendre. كي نقول لك راهي الباكيت راهي ولات تتباع ب 500 فرنك combien de baguettes vous allez vendre. Donc combien هذاك représente la quantité maximale et donc représente la fonction d'offre individuelle. Donc إذا كان نشوفوا هنا la fonction d'offre individuelle بتاعنا باش تكون QO اللي هي égale à c'est une fonction du prix avec QO cette fois-ci est croissante. علاش؟ خاطر plus on augmente le prix, plus les entreprises ont tendance à produire plus. انت كي تسمع البرودوي المنتوج نتاعك كان يتباع بدينار باش يولي يتباع ب 10000. Vous allez produire encore plus. Donc là, c'est une incitation à l'offre. C'est ce qu'on appelle la loi de l'offre. شوفوها من بعد. شوفوا تويك les déterminants de l'offre. Donc les déterminants de l'offre هو أول حاجة c'est le prix de bien en question. Si le prix du bien X augmente, la quantité offerte de ce bien QO augmente et inversement. Donc شنو يعني الكلام هذا؟ إذا كان باش نشوف أنا un prix qui augmente, QO augmente. Donc ça a une relation dans le même sens entre les deux. Okay? Et inversement, bien sûr, si le prix diminue, la quantité offerte diminue.
Le prix des autres biens. Chiani. Qui m'achève des biens substituables, ça m'a des biens qui sont dits croisés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les biens croisés? Ce sont des biens où les prix, si le prix d'un bien augmente, alors la quantité de l'offre de l'autre bien diminue et inversement. Supposons un petit boulanger تعرف اللي السوم تاع الباجيت اللي هو كان 200 فرنك باش يتحول يولي 2000 فرنك. بار كونتر الخبز بتاع الطابونه كان 500 فرنك باش يقعد ديما 500 فرنك. الفارينه اللي تشري فيها باش تعمل لها باش تنقص vous allez réduire la production du pain traditionnel et vous allez augmenter la production du baguette. Pourquoi? Parce que le prix بتاعها باش يولي أغلى. Donc là, ce sont deux biens qui sont dits croisés. Le prix de l'un affecte la quantité de production de l'autre. Autre facteur qui affecte aussi l'offre, c'est le prix des facteurs, c'est-à-dire le prix du travail et du capital. Si les facteurs de production, ou bien si le prix des facteurs de production augmente, la quantité offerte d'un bien diminue. Et inversement. إذا كان السالير يزيد البرودوي يولي يتكلف أكثر donc l'entreprise تولي تصنع أقل. Donc c'est ce qu'on appelle le prix de l'offre. Il y a un autre facteur qui est l'état de la technologie. Donc ça veut dire quoi l'état de la technologie? Plus on utilise une technologie avancée, plus on va produire plus. Donc là, l'état de la technologie affecte favorablement la quantité produite. Donc on est kif un autre facteur qui affecte l'offre. Donc du coup, les facteurs qui affectent l'offre ou bien les déterminants de l'offre, le prix du bien en question, les prix des autres biens, le prix des facteurs et l'état de la technologie. Bien. Donc, je trouve la loi de l'offre. Qu'est-ce que ça veut dire la loi de l'offre? À l'axe, la loi de la demande. On a la loi de la demande avec l'allure descendante. C'est une relation décroissante entre les prix et la demande. La loi de l'offre, c'est l'inverse. C'est une fonction, cette fois-ci, une fonction croissante du prix et du bien. Et donc, du coup, c'est une allure ascendante et on va trouver la formule suivante. Si le prix, par exemple, était de 10, et donc, maintenant, on produit 5 unités. Maintenant, si le prix passe à 15, et nous allons à ce moment-là produire, par exemple, 10 unités. Donc, vous voyez que si le prix augmente, la quantité offerte augmente. Donc, la dérivée de QO par rapport à P est supérieure ou égale à 0, sachant lesquelles demande strictement inférieure à 0. Donc, هذه بالنسبة la loi de l'offre. Est-ce que c'est clair jusqu'à ce niveau-là? Oui, c'est clair. Oui. T'as des questions? C'est bon? Monsieur, excusez-moi. Oui. Juste, le prix de facteur, j'ai pas compris, c'est quoi les facteurs? Les facteurs, on a les facteurs de production. Au niveau de la microéconomie, je n'ai deux facteurs de production, le travail, ou le facteur الثاني هو الكابيتال. الترافاي شو يكون فيه؟ باش تكون فيه لا مان دوفر خدامة. الكابيتال فيه جميع عوامل الإنتاج الآخرين إلا الخدامة. Et donc, du coup, je vais trouver deux facteurs de production, le travail et le capital. Maintenant, les coûts des facteurs de production, شكون؟ بالنسبة للترافاي, c'est le salaire, ou بالنسبة للcapital, nous allons admettre que c'est le taux d'intérêt. Donc, il y a les deux coûts de production, ou bien les deux facteurs de production, ou les deux prix des facteurs de production. Est-ce que c'est clair, Betty? Oui, c'est bon. Ben. Maintenant, je vais passer à l'offre globale d'un bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'offre globale d'un bien? Qui m'ajoute la demande, c'est la somme des offres individuelles d'un bien. Et donc, du coup, باش نلقى هكا الفورمول اللي كنا نشوفوا فيها مع la demande باش تولي لنا كيف مع l'offre. Donc, باش تكون عندي هذه l'offre globale qui est égale à la somme des
de I allant de 1 jusqu'à M de QOI, اللي هي l'offre individuelle. معناتها إذا كان عندي deux entreprises، واحدة عندها offre QO1 والثانية QO2، باش نحسب اثنين باش نلقى عندي QO1 plus QO2. اوكي، دونك إذا كان عندي 70 باش نبدأ نحسب من QO1 حتى QO 70. اوكي، bien sûr هوني باش نلقى نفس الطريقة. إذا كان عندي deux cases vont se présenter. Si j'ai des fonctions de demande qui sont d'offres plutôt identiques, je vais faire la méthode, donc QO1 égale QO2 égale à QOI égale à QOM. Et donc, je vais avoir une somme, donc ça va donner M fois. معناتها إذا كان عندي QO1 égale QO2 égale jusqu'à QO7, je vais faire QO est égal à la somme allant de 1 jusqu'à 7 de quoi? De QOI, il y a QO1 plus QO2 jusqu'à QO7. Mais maintenant, on est identique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 7 fois 7 fois QO. OK? Donc, il y a ça, le QO, grand QO. Lorsque j'ai des biens qui sont, ou plutôt des fonctions d'offres qui ne sont pas identiques, باش تلقاو كيف une vidéo في الcours que vous allez la visualiser. Ben, maintenant, l'équilibre du marché. Qu'appelle-t-on équilibre du marché? C'est la rencontre entre l'offre et la demande. احنا شفنا عندنا بالنسبة للconsomateur. Il y a un problème avec la tablette. Ben, donc, on a بالنسبة للconsomateur, عندنا المارشي. Donc, on a بالنسبة للconsommateur, qu'est-ce qu'on a? On a la demande globalement échangée, ou demandée plutôt, ou on a la quantité offerte. Donc, l'équilibre, ce n'est autre que l'égalité entre les deux. Donc, s'il y a cette égalité-là, on va déterminer le prix d'équilibre. Donc, si j'ai le prix d'équilibre, je peux déterminer la quantité d'équilibre. Et donc, du coup, globalement, je vais trouver la situation suivante. Donc, l'offre globale, donc, quelle est la fonction d'offre globale, ou est la fonction de demande globale. L'intersection binaire contiene le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, oui, c'est clair. Oui. Ça me met des questions. Est-ce que vous avez des questions? Allô? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? C'est bon, tout est clair? Oui, c'est clair. Oui, Oui, merci. c'est clair. Oui. Donc, juste نحب نشوف معكم par rapport les réunions جايين. Donc, normalement, nous allons se retrouver non pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc, les G11. LSG13. Bien. Donc, le mardi, on va fixer le mardi, on va faire deux séances de suite. Donc, LSG1, LSG11 et LSG12. OK? Le On 21. parle ici du mardi 14, c'est ça? كيفاش؟ Le mardi 14? لا لا
les séances de regroupement une fois par les 15 jours. Mhm. Du coup, ça sera فهمت؟ le mardi 21, c'est ça? Le mardi 21, oui. Donc, mardi 21. Donc, je vais mettre ça rapidement. Donc, LSG 11 plus LSG 12. Donc, ça sera le 21. Donc, نبداو من 7. Du coup, on va faire 3 heures d'affilée, c'est ça? 3 heures d'affilée, oui. 3 heures d'affilée, ok. Peut-être on fera halte de 15 minutes حاجة هكايا mais ça va être خير معناتها نخدموا الكور والتي مع بعض. اوكي. D'accord. Donc ça va être معليش ما تعديش. Allô? Allô? Oui, on vous suit, monsieur. Oui, monsieur. Désolé, connexion تاعي قصت. Donc je reviens le calendrier ما نعرفش تعديت ولا لا. Voilà, هاي. Donc من بعد تجيكم en principe تلقاو في الكالندري انتما pas de souci hein. Hein? Oui, monsieur, تم بعد توصلنا على الأوتلوك. Pour le moment, on n'a rien reçu, hein. لا أي ثم problème je ne sais pas اللي هو شنو en fin de compte c'est bon هكا on a réservé le plage horaire donc بعد نصلحها ونبعثها. اوكي. باهي. اوكي مسيو. بالنسبة للبلاتفورم واضحة فماش حاجات تحبوا تعرفوها على البلاتفورم فماش des questions en relation avec le cours d'une manière générale. Pour أي moi, monsieur, non, ça va. أنا عندي question monsieur. تفضل. التي كي نجيو باش نعملوا له ديبو كيفاش نعملوا له ديبو؟ باهي. Donc, le dépôt dans les exercices, وهذا ça dépend نتوما والماتير اللي معناتها كل واحد كيفاش تاخذ ثم هنا تلقاو اسباس دو ديبو دو لا سيري. اوكي. الفورم هذيا معناتها الفورم روز فيها كيما الفلاش نرجع هذه هاك. اوكي اسمها espace de dépôt de la série voilà de l'activité. Donc vous cliquez dessus من بعد vous avez في البروفيل نتاعك انت ما تلقاش هون بوتون évaluer تلقى بوتون ajouter. دونك زرقاء تنزل على البوتون هذاك وتزيد الدوكيمون نتاعك. فهمتني بنتي؟ Oui monsieur, Par merci. exemple, les TD نخدموهم بالستيلو من بعد نستعملوا وي الابليكاسيون باش نبدلوهم فيشي PDF.
لا 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 نجم تخدموا تكتبوا على ورقة عادية convertissez en PDF, voilà, faites de préférence en PDF. Ok? Vous envoyez ça, vous déposez ça dans l'espace de dépôt électronique. C'est pas la peine de passer le temps باش تخدم الخدمة بالéditeur d'équations et tout ça. Il y a beaucoup d'équations, mais c'est pas la peine de passer tout ça pour faire les. باش تضيع وقتك réellement باش تخدم بالéditeur d'équations. C'est bon? Mais j'ai d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allô? مش تحط لنا سيري تو Vous allez avoir les séries nécessaires. ما تخافش تو تلقى les séries juste شوية وقت خلينا نقدموا شوية في الكور ديجا وعندكم السيري دونك باش تلقاو لي سيري وتلقى الكوليكسيون نتاعها دونك حاجة أخرى كيف جو mettre à votre disposition un lien اللي هو أنا نخدم برشا avec l'intelligence artificielle donc c'est un lien qui va vous permettre de travailler avec l'IA. Pour l'instant خدمنا avec ChatGPT et j'ai paramétré l'intelligence artificielle de telle façon qu'elle va vous proposer des exercices. Donc, un lien qui m'a marqué, j'ai trouvé qu'est-ce que la microéconomie. Donc, il y a une réponse, bien sûr, la réponse, mais j'ai directement le cours. On ne travaille pas à l'extérieur du cours. Donc, c'est réellement avec la définition, les mots de le cours interne. On est d'accord? Donc, ça a été paramétré de telle façon qu'il ne répond que par rapport au cours. C'est le lien موجود تاع الكور interne. Donc, c'est peut-être que je développerai carrément James ou la حاجة façon c'est-à-dire يكون à votre disposition pour réellement travailler convenablement avec l'intelligence artificielle. Donc, je sais très bien que vous pouvez faire appel à l'IA, mais vous devez savoir comment la manipuler. Mais comme je t'aime bêtement l'intelligence artificielle. Donc, le cours, mettez le cours au couloir qui est des exercices qui me courent. Ok? C'est pas la peine de demander directement des exercices. Ça s'applique aussi bien dans le cours intérieur ou dans le cours autre. Donc, lorsque vous allez, c'est un bon comportement l'intelligence artificielle. Mais il faut que tu bêtement. Il faut que réellement comment vous allez la manipuler. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Bien, donc si vous n'avez pas de questions, nous allons nous arrêter à ce niveau-là. Je reste à votre disposition, bien sûr. N'hésitez jamais à poser des questions. Alors, que ce soit un ou un enseignant, on ne peut jamais connaître réellement votre niveau ni comprendre si vous avez compris ou pas. Donc, vous devez toujours poser des questions pour qu'on puisse réellement vous évaluer par rapport à votre niveau. Il faut exactement le niveau jeton. OK? Donc, essayez toujours, s'il vous plaît, de poser des questions et d'interagir avec vos collègues par rapport aux questions de cours. Je vous remercie pour votre attention. Passez une très agréable soirée et à la séance prochaine. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, Merci, monsieur. bonsoir. Merci pour.